El Nesseri, pied gauche. Le Maroc est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera dimanche, toujours à Rabat. Et ça sera face au Sénégal. On a regardé à peu près la rencontre jusqu'au temps réglementaire. Que le Maroc se qualifie, est-ce qu'il y a une forme de logique ou alors ça a été, on était dans l'indécision la plus totale? On était dans l'indécision la plus totale. Ah non, pour moi c'est logique. Pourquoi c'est logique? Logique, on vous écoute et après l'indécision, on écoutera la version en de première période, Brahim Diaz a une occasion, Hakimi a un coup franc. Il y a une troisième occasion de Saïbari que j'ai adoré. Et en face, il n'y a que Lookman qui a une occasion. Et en deuxième période, vraiment, le jeu est encore une fois encore plus dominé. Là, je parle plus d'occasion, je parle de domination territoriale. Après, on va m'opposer la puissance des Nigérians. Mais par rapport à ce que j'ai vu du Nigeria depuis le début de la compétition et ce que j'ai vu ce soir en termes d'occasion, de maîtrise dans le match, en termes de défense, d'attaque, pour moi, celui qui fait le meilleur match dans le temps réglementaire, c'est le Maroc, c'est pas du tout le Nigeria. Greg Schneider, je vous passe la main. Pourquoi c'était indécis? Ça a été extrêmement équilibré. Ils ont eu leur période. J'ai absolument pas vu le Maroc dominer le Nigeria à aucun moment, ni tellement d'ailleurs le Nigeria dominer le Maroc. Ça a été d'une intensité physique invraisemblable. C'est-à-dire que je trouve, alors, pas que les qualités de puissance, les qualités de vitesse, et des deux côtés, parce que les Marocains sont des athlètes, notamment les milieux de terrain. J'ai rarement vu des types donner autant. Donc non, ça a été étal. Il a fallu régler ça au tir au but, mais j'en tirerai pas de... C'était un gros match, voilà. Greg Schneider, j'ai pensé à vous précisément à la 79e minute de ce match. Il y avait 0-0, ce sera d'ailleurs le score final. Main de Calvin Bassez sur une frappe de Hakimi dans la surface de réparation. L'arbitre ainsi que la VAR décident de ne pas accorder un pénalty au Maroc. Vendredi soir, vous avez des propos, on va dire, un peu cash, un peu durs, qui ont ému, on va dire, même tout un continent. Vous êtes, j'ai eu Hervé Penaud hier, vous êtes reçu à bras ouverts au Cameroun et en Algérie. Au Maroc, un peu moins au Maroc. L'invitation sera moins. Voilà. Même la Maison Blanche s'en est saisie. C'est vraiment le monde entier. Non mais ce soir, finalement, l'arbitrage de Dad Beida, il n'y a rien à redire. Et même si on est objectif, Non, sur le pénalty, sincèrement, jamais objectif. Non, mais je pense que, alors je ne parle pas de moi, mais je pense que la grosse pression, parce qu'on n'est pas les seuls à s'être interrogés quand même sur ce qui se passait depuis un mois, je pense que quelque part, ça ne leur a pas fait de mal. Ils sont sous surveillance, il faut faire attention. S'il y avait encore eu un truc... Tu veux dire que t'es un lanceur d'alerte? Non, mais pas que moi. Mais alors, écoutez, Julian Assange sortait de ce corps. C'est connu. C'est une prétention incroyable. C'est connu comme le loup blanc, par exemple. Lors de l'Euro 2021, il y avait eu un pénalty très douteux pour l'Angleterre contre le Danemark. Et les Italiens, avant la finale, ont fait la musique pendant 3 jours en disant on n'a pas intérêt, ça n'a pas intérêt à se reproduire. Ils ont rien donné aux Anglais. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont profité de ça. Donc je pense qu'effectivement, l'arbitrage étant sous surveillance. Je me souviens, c'était le fameux journaliste de la Corriere dello Sport, Gregorio Schneider, l'italien, qui avait un cousin. Ils savent qu'ils sont regardés là-dessus et c'est pas neutre. Voilà. Après, je ne sais pas quelle est l'incidence. Après, il y a pénalty, il y a pas pénalty. Non, parce que c'est une interprétation. Ça, typiquement. Greg, mais est-ce qu'on peut dire aussi plus simplement que peut-être que sous le coup de l'émotion, vous avez peut-être un peu exagéré? Non, pas du tout. C'était une autre voie. Je pense qu'il y a un storytelling qui est en marche où le Maroc doit la gagner à cause du milliard 4 qui porte sur le dos. On va peut-être en parler tout à l'heure. Ah, mais c'est pas ça. Écoutez, 1,4 milliard, c'est le montant des investissements qui ont été faits dans les stades jusqu'en 2030 au Maroc. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça pèse dans un pays comme ça. Donc on est quand même en train. Donc effectivement, cette canne est la leur. Ils ont le leadership. Mais au niveau des instances, et il faut qu'il y ait une concrétisation sur le terrain. Vous me racontez ça comme vous avez envie. Un pays organisateur investit tous les pays organisateurs. Mais il ne faut pas qu'investir sur la canne, ils investissent dans les infrastructures. Par exemple, ils accueillent tous les matchs. Ils peuvent pas se. Je vais terminer. Ça fait 2 minutes, 3 minutes. Oui, ils accueillent tous les matchs. Plus les 10 minutes de vendredi. Ils ne peuvent pas se tenir en cas de guerre. On connaît ça. Ils utilisent un soft power quand même actif là-dessus. Ils ont quand même énormément misé là-dessus. Et je pense que quelque part, ça crée un contexte. Oui, mais tous les pays organisateurs ne remportent pas. Merci beaucoup. On marque une petite pause dans quelques minutes. Ah oui, ça va vachement bien. Non mais quand il y a Greg sur le Maroc, on ne peut pas aller plus haut. Mais non, on viendra, on descendra un petit peu plus bas. Et le gars nous explique. Bon, dans quelques minutes, le Maroc affrontera le Sénégal. Les amis, le Sénégal, est-ce que c'est un adversaire rêvé ou bourbier pour le Maroc? À cette question, il y aura 2 chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. A tout de suite, mes amis.
La Coupe d'Afrique des Nations, la finale opposera dimanche à Rabat le Maroc au Sénégal pour une deuxième Coupe d'Afrique des Nations pour le vainqueur. Dans fin d'après-midi, donc c'est le Sénégal qui s'est imposé 1-0. On verra les images dans quelques minutes. 1-0, ça a été extrêmement serré, mais moins serré. Ça a été la qualification du Maroc, aussi fine que la roue d'un chopper. C'est exactement ce que nous disait Grégory Schneider. Le Maroc s'est imposé à l'issue d'une séance de tir au but face au Nigeria. 0-0, 4-2, il me semble, me souvenir. 4-2, séance de tir au but. Les images avec vous, mon cher Maxime. Ouais, le Maroc se qualifie pour la finale de sa CAN. Première finale pour le Maroc dans une Coupe d'Afrique des Nations depuis 2004. Chopper. Et c'est le Maroc qui a quand même eu les plus grosses occasions. Vous voyez ici un coup franc direct en première période d'Achraf Hakimi. Il a un bon pied, Lucas. C'est vrai. Nouvelle occasion en seconde période. C'est une frappe d'Hakimi. La main de Basset est collée au corps. Il n'y a pas de pénalty sifflé pour le Maroc à ce moment-là. Corner à la 93e d'Hakimi. Aguerd trouve le poteau dans un angle très fermé. Au tir au but, Onyemaechi va se rater. C'est arrêté par Bounou. Et Youssef En-Nesyri marque et qualifie le Maroc. Dominique, vous voulez évoquer cette qualification du Maroc. On a senti quand même dans cette séance de tir au but tout le poids, une pression immense sur les tireurs, et notamment les tireurs marocains. Et je suis surpris que le capitaine Achraf Hakimi, qui est pour moi un excellent tireur de coups de pied arrêtés, coup franc, corner, penalty, n'ait pas commencé la séance. Oui, parce qu'en général, et capitaine et un des meilleurs tireurs, on les envoie en premier. C'est comme ça que le Paris Saint-Germain fait. On sait qu'il reste sur 3 séances gagnées contre Flamengo, Tottenham Flamengo, l'Olympique de Marseille. Ils envoient Vitinha, Dembélé, souvent en premier. Donc j'aurais envoyé, en plus il est capitaine, il connaît la pression, il a joué à l'Inter, il a joué au PSG, il a joué à Dortmund, il a joué dans tous les grands clubs. Je pense pas qu'Achraf... Il avait raté par le passé. Oui, mais tout le monde a raté. Platini a raté, Messi a raté. L'histoire avec le Maroc et il l'avait en L'histoire du Maroc dans cette Coupe d'Afrique des Nations, une victoire simplement en 1976. Durant tout ce tournoi-là, il y a eu une pression folle puisque l'objectif était non pas la finale, non pas la finale, c'était de gagner. C'est pas fini. Et là, ils sont qualifiés pour la finale. Est-ce que c'est un match facile ou non? La pression va malgré tout continuer ou le fait d'aller au bout, Moi, j'espère que ça va un peu les libérer et où le sport va reprendre un petit peu sa place et le dessus dans cette affaire. Parce que je trouve que le Maroc, depuis plusieurs mois, s'est rajouté de la pression à la pression. C'est-à-dire que par définition, quand tu es demi-finaliste de Coupe du Monde, que tu as investi 1,4 milliard dans des infrastructures, que tu organises ta CAN, qui était attendu au tournant parce que tu as aussi cette pression d'être un des co-organisateurs de la prochaine Coupe du Monde en 2030. La pression est déjà là. Et tu as beaucoup de compétitions de jeunes qui ont été gagnées par le Maroc également. Et ça, c'est plus la pression sur les épaules de Regragui parce que, effectivement, quand tu es champion du monde du vin et que tu as une génération qui a été emmenée aussi par un sélectionneur qui attend à la porte, olympique, tu sais que, tout on ça... sent un truc de sas. Mais voilà, mais donc, du coup, tout est là. Il n'y a pas besoin de faire des grandes déclarations à tous les niveaux de la fédération et donc obligé d'être relayé et par le sélectionneur et par les joueurs principaux pour dire il n'y a pas d'autre issue que la victoire finale. Tout autre résultat qu'une victoire en finale serait un échec. Tu ne laisses plus la place au sport. C'était là que tu donnes les mecs à être soit dans j'ai rempli le contrat, des héros, des soit maudits, je suis un banni de la nation. Sachant qu'en plus, il y a une espèce de pression qui vient d'en haut, du fait qu'effectivement, il y a un enjeu de soft power terrible sur cette CAN et globalement sur la politique sportive du Maroc en foot. C'est-à-dire que ces investissements qui sont très lourds dans un pays où, par ailleurs, peut-être qu'il en manque dans d'autres domaines, donc ça veut dire qu'il y a une espèce de pression, c'est-à-dire le pouvoir par l'image du sport. Et on l'a dit, c'est une locomotive aussi. Elle se veut en tout cas une locomotive en mettant ses infrastructures à disposition de pas mal de pays qui n'en ont pas. Donc voilà, ils créent quelque chose, une sorte de hub en quelque sorte. C'est-à-dire que tout va se passer chez eux. Ils ont évidemment le nec plus ultra, leur centre technique Mohamed VI, qui est une espèce de merveille de Rolls-Royce. Tu y es allé, toi? Oui, j'y suis allé. C'est effectivement c'est hyper impressionnant. Par rapport à Clairefontaine? Après, c'est différent. Maintenant, Clairefontaine, ça date. vient d'être fait, mais attention, on a beaucoup dit, ça met une claque à faire avec Clairefontaine. Clairefontaine, ça reste quand même très très fort. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en fait, ils en sont qu'au début. C'est-à-dire que moi, j'ai vu les plans de développement immédiat, dans quelques semaines, quelques mois, ça va commencer. Ça va devenir Aspire, leur truc. C'est complètement dingo. Le Qatar, quoi. Ouais, un peu, ouais. Et ils ont bien compris que ce qu'a réussi le Qatar, alors avec peut-être d'autres ingrédients, etc., eux, à leur niveau, ils peuvent le faire au moins au niveau de l'Afrique. Et cette co-organisation, et je finis là-dessus,
elle vient un peu acter ça. C'est-à-dire que c'est eux le pont entre l'Afrique et l'Europe. Ouais. Et ce cadre contraint que vous venez de décrire avec justesse, pour moi, ça montre encore plus qu'ils font une CAN fantastique. Je trouve qu'ils sont en finale, ils sont passés par ce qu'on appelle, alors certains disent la loterie, le Nigeria menait à un moment donné dans cette séance de tir au but. Moi, je trouve quand même, contre la Tanzanie, il y a eu des moments compliqués. En quart de finale, c'est pas le Maroc flamboyant. Ce soir, moi, je trouve qu'ils ont dominé le match. Avec Grec, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Moi, je trouve qu'ils ont fait un super match, qu'ils ont dominé, qu'ils ont C'était un super match. Le quart, ils ont basculé quand même. Le quart, ils étaient déjà la force du Nigeria, c'est quand même ces attaquants, ils les ont super bien maîtrisés. Ils ont toujours été à 3 sur eux. Ils ont fait des boîtes, ils ont défendu de manière merveilleuse, courageuse. C'est fort. Moi, je trouve que là, au moment où on se parle, peut-être qu'ils vont s'écrouler dimanche, peut-être que c'est le Sénégal qui va gagner la CAN. Pour moi, pour l'instant, l'Arcane, elle est réussie. La suite, mes amis, elle est fantastique. Je veux dire quelque chose sur la pression. J'ai pas le droit de parler. Non, mais elle n'a jamais été aussi forte que sur cette séance de tir au but. Bien sûr. Là, déjà par nature, c'est dur, mais alors là, j'avais peur pour eux. C'est là que tu vois excellente que le 2022 peut-être les a aidés aussi. Prochain match, petite finale samedi à Casablanca, donc entre les deux perdants du soir, l'Égypte et le Nigeria. Le Sénégal, est-ce que c'est un adversaire rêvé pour le Maroc ou Bourbier pour le Maroc? Et cette question de chroniqueur, pas d'accord, on y va. Dave, c'est un adversaire rêvé. Dominique, c'est un adversaire Bourbier ou un match Bourbier. Voilà. Oui, bien sûr. C'était pour la rime, je suis désolé. C'est mon côté poète. Rêvé, Dave Apado, à vous de jouer. Il se trouve que je suis ni marocain ni sénégalais. Donc moi, je pense en fait à cette finale. Et autant la négation du football qu'à l'Égypte aurait représenté un Bourbier pour la finale d'une manière générale et peut-être même pour le Maroc, autant Sénégal-Maroc, je pense que c'est la finale idéale. Je pense qu'on va avoir deux équipes joueuses. Je pense que ça peut convenir aussi au Maroc de voir ce Sénégal qui va pas du tout mettre le double bus devant ses buts. Je pense que ce sont deux équipes qui se connaissent bien, qui vont jouer leur football parce qu'elles ne savent rien faire d'autre que de l'imposer. Et ça va convenir non seulement au Maroc, mais au spectacle de cette finale. Et moi, c'est là-dessus que j'insiste. Bourbier, pourquoi ? Parce qu'on vient de le dire, c'est 3 finales sur les 4 dernières CAN. C'est un peu le spécialiste qui se présente face à vous, quoi. On vient de parler de tout l'aspect émotionnel, pression. Eux, ils savent parfaitement gérer ces moments-là et ils ne sont pas favoris. C'est terrible pour le Maroc. C'est-à-dire qu'eux, ils ont la pression absolue de gagner et ils arrivent face à un adversaire qui se frise les moustaches. Eux, ils sont tout le temps là, ils l'ont gagné il y a 4 ans. Ils connaissent ce moment-là par cœur et c'est leur adversaire qui, en plus, est un peu caméléon. C'est-à-dire, ils peuvent fermer le jeu, ils peuvent l'ouvrir. Tu sais pas à quoi t'attendre, alors que l'Égypte, tu sais très bien qu'ils auraient mis 2 fois le bus. Là, c'est très compliqué. Je vous ai laissé finir votre exposé, mon cher Dominique Sévrac. Épatant, Dominique. Votre adversaire était d'un très très bon niveau, mais on va les voir. Vous influencez le vote. Non, vous éditorialisez un petit peu vos mais il se régale. C'est intéressant, c'est éditorialisé, je comprends pas. C'est la dernière fois. J'ai dit un gros. Philippe Sansfourche. Alors, Dominique, démonstration brillante. Brillante, hein. Mais au service d'une analyse totalement ironique. Il part d'un cercle complètement ironique. Non, il nous le vend bien, mais par définition, le Sénégal, qui est l'équipe référente de ces dernières compétitions, qui effectivement développe un football qui va permettre d'ouvrir un peu le jeu, et consécutivement à une demi-finale où le Maroc a senti le vent du boulet, se qualifie au gré d'une séance de tir au but dans laquelle la pression a été à son maximum, il va forcément y avoir une forme. Il y aura une pression, mais une forme de décompression aussi par rapport à ce scénario-là. Et je pense pour moi que c'est la finale idéale, à la fois pour la compétition et également Est-ce que c'est pas leur France-Brésil à eux? Mais voilà, c'est un peu ça. 98. C'est un peu leur France-Brésil. C'est un peu leur France-Brésil. Comme Maroc-Tanzanie était leur France-Paraguay. Voilà, j'ai mis du 98. Mais juste une parenthèse pour dire qu'effectivement, comme l'a souligné Dave, le match de l'Égypte en demi-finale d'une compétition aussi importante que ça, moi j'ai trouvé que c'était presque indigne. C'est pas possible. C'était indigne. C'est-à-dire que la manière dont Salah et Marmouche se sont retrouvés, c'était un 5-4-1, mais à 30 mètres des buts pendant 90 minutes. Je crois qu'avant la frappe de Marmouche, une fois qu'ils sont menés... 94e, première frappe cadrée. Première frappe cadrée. Il n'y a pas un tir. C'était honteux. T'as l'attaquant de City et t'as l'attaquant de Liverpool, ou l'ailier de Liverpool, et un attaquant bis de City, parce que c'est plutôt Haaland qui joue. Mais bon, ils peuvent jouer ensemble.
Et tu n'as pas le droit de dépasser quasiment Oui, les mais parce que médianes. t'as pas Les la chroniqueurs qualité. journalistes de l'équipe du soir en Égypte vont gueuler. T'as pas la qualité que tu peux avoir, par exemple, au Sénégal. Effectivement, t'as un joueur comme Salah, t'as un joueur comme Marmouche, mais le reste de l'équipe égyptienne, comparé à l'équipe du Maroc, où t'as beaucoup de talent, à l'équipe du Sénégal, où t'as des talents à toutes les lignes. Je suis pas sûre. Dans les Ils ont intentions, joué- Ils ont joué comme ça pendant toute la CAN en mettant en but en attendant. Ils ont quand même gagné des matchs, ils ont mis des buts. Ouais, mais tu vois, contre des équipes moins Dans les fortes intentions, que le- là, l'idée, c'était j'attends les tirs au but. Je crois qu'ils n'étaient pas capables de mieux faire, de proposer plus que ça. Dominique Essiani, avez-vous fini votre échange? Car je vais faire rentrer en jeu notre Marocain de service et bien sûr Grégory Schneider. Grégory, vous penchez pourquoi? C'est un adversaire rêvé ou un match bourbier pour le Maroc? Je trouve que les compétitions vont quand même souvent au talent. Et alors, vous allez me dire, il y en a partout, mais pas dans les mêmes proportions au Sénégal et au Maroc. C'est-à-dire, je trouve déjà individuellement, le Sénégal a la meilleure équipe de la compétition. En termes de talent, c'est clair. Alors, vous allez me dire, le Maroc aussi, mais Je peux mettre un doute sur un secteur? Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur, ils ont eu à peu près 70% de possession. Je trouve que ce Sénégal-là, pour faire le jeu, pour exprimer un jeu, un potentiel offensif sur demi-terrain, moi, ils m'ont déçu. Non, alors, il y a autre chose. Ils m'ont déçu. Non, mais il y a autre chose là-dessus. C'est pas. Je vais essayer de finir quand même. C'est-à-dire que. Papa, on peut parler. Non. Mais lisez votre contrat un peu. Attendez. Ah oui, Fidel Castro, 3 années. À vous dire. Ce talent s'exprime pour l'instant, depuis le début de la compétition, très imparfaitement. C'est-à-dire que je ne vois pas, sur le terrain, donc justement en arriver là, je ne vois pas effectivement le fruit de la qualité technique ou ils ont quasi des grands joueurs partout et je ne vois pas cette équipe. Mais ça la rend mystérieuse, ça la rend dangereuse et je trouve qu'une fois, le Maroc est quand même suspendu à son intensité athlétique. Aujourd'hui, c'était exceptionnel, du côté nigérian aussi d'ailleurs, mais eux aussi. Il en a parlé, Regragui, après le quart de finale contre le Cameroun. Il a dit « J'espère que les mecs auront encore assez de gaz pour la demi-finale. J'espère que les mecs auront encore assez... » Parce qu'ils vivent comme ça. Ils vivent avec des milieux qui pressent comme des malades. Ils vivent avec des joueurs excentrés qui travaillent comme des malades. Le jour où il y en aura un peu moins, si la qualité s'exprime, c'est pour le Sénégal. Et donc, pour résumer, tu penses que tu vois quoi, là? Je vois le Sénégal... je vois le Maroc, à un moment donné, piocher et le Sénégal sur la... Ah, donc c'est Bourbier. Ah, totalement. Ouais. Kalidou Koulibaly, l'habituel capitaine, est sorti blessé. Vous l'avez dit, il a été averti et sera donc mécaniquement suspendu pour la finale, tout comme l'ancien Strasbourgeois Habib Diarra. Celui qui le remplace est vraiment pas mal. Il était énorme. Sarr, il est vraiment, c'est vrai. J'ai trouvé que les défenseurs en général aujourd'hui étaient bons. Les centraux étaient bons, rapides, physiques et tout ça. Rapide, ouais. Rapide. Même si en toute fin de match, le Sénégal a quand même souffert sur les dernières minutes, je trouve, dans des proportions un peu larges par rapport à ce que la domination qu'il a. Philippe, est-ce que c'est le scénar 80, tu le scénar 80e, les mecs n'ont rien fait. Le scénar fait que, mais il y a quand même cette dimension-là. Et un mot de Sadio Mané, quand même. Et oui. C'est-à-dire que ce joueur que l'on a pu croire à un moment donné, un peu carbo, un peu l'odeur du sang, là, dans les grandes compétitions, je veux dire, le but qu'il met, la frappe, elle est rectiligne, machin, c'est un moment clé. Je crois qu'il est à 11 buts. C'est une action flipper, hein. C'est une action flipper, ça rebondit un peu. De mémoire, il doit être à 11 buts et 8 passes décisives en CAN sur 28 matchs, je crois. Donc c'est des stats qui sont monumentales. Là, c'est une finale, c'est... Attention, quoi. C'est trois demi-finales en 3 éditions, déjà. C'est 3 demi-finales en 3 éditions au Sénégal. C'est les tauliers. Le Sénégal est en finale et Sadio Mané l'a annoncé, ce sera sa dernière Coupe d'Afrique des Nations de sa carrière. Quel âge il a, Sadio? 34. 33. Il peut en faire une encore. Et c'est dans 4 ans, hein? Non. 2 ans. C'est après que ça passe. On peut aussi se projeter un peu, se dire que dans 6 mois, ça va quand même pas être une partie de plaisir d'avoir à la fois le Sénégal et la Norvège dans le groupe de l'équipe de France. Voilà, le Sénégal est en finale et en juin prochain, il y aura un France-Sénégal qui nous ravit ou pas. Ça, on verra après le match. C'est chouette, t'as des bons